Retrouvée morte dans une poubelle, le meurtre d'une jeune femme de 21 ans a retourné l'Amérique. Croyez-moi, après avoir écouté cette histoire, vous réfléchirez à 2 fois avant de monter dans la voiture d'un inconnu, aussi séduisant soit-il. Imaginez, vous êtes en Floride en 1998. C'est un lundi matin de décembre et comme à votre habitude, vous vous rendez au travail. Sauf que cette fois-ci, un détail sur la route va vous interpeller. Vous apercevez un paquet très sombre qui dépasse à l'arrière d'une poubelle. Intrigué, vous vous approchez et vous voyez plusieurs draps de couleur marron, ficelés entre eux. Vous seriez directement reparti si vous n'aviez pas aperçu une jambe de femme se dégager au milieu de tout ça. Impossible de faire comme si vous n'avez rien vu. Vous avez le bon réflexe et vous appelez directement la police. Elle met seulement quelques minutes à arriver sur les lieux et bien évidemment elle vous interroge. Choqué par cette macabre découverte, vous vous justifiez. Je ne fais que passer par là, c'est ma route pour aller au travail, je n'ai rien à voir avec cette histoire. Mais vous vous demandez surtout qui a bien pu faire ça. Et à qui est cette jambe et est-ce que je connais cette personne? Comment on peut faire ça à un être humain et le jeter comme un vieux déchet? Ces questions trouveront rapidement ses réponses car 3 jours avant, Daphné, une mère de famille inquiète, a signalé la disparition de sa fille, Donia Dacosta. Donia est une jeune femme de 21 ans, qui est une personne particulièrement appréciée et choyée par son entourage. Tout le monde dit d'elle que c'est une fille gentille, très intelligente et qu'elle a le cœur sur la main. Elle et sa famille font partie d'une grande communauté religieuse bien connue aux États-Unis. Et Donia a pour vocation d'aider son prochain. À côté de ça, Donia est une étudiante très sérieuse car elle rêve de devenir infirmière en pédiatrie. Et elle a un petit job à côté. Pendant son temps libre, elle chante dans la chorale de son église où elle se rend très régulièrement avec sa sœur Rochelle. Alors qu'a-t-il pu se passer pour que Donia, une jeune femme sans histoire, disparaisse et se retrouve potentiellement dans une poubelle? Remontons au moment de sa disparition pour essayer de comprendre. On est vendredi soir. Il est déjà 22 h et Donia vient tout juste de finir sa journée de travail. Bien décidée à profiter à fond de son week-end, elle se dit qu'elle peut le commencer en assistant à la messe du soir. Elle propose d'ailleurs à sa sœur de l'accompagner, puisqu'elles y vont toujours ensemble d'habitude. Mais Rochelle est occupée, elle ne pourra pas venir avec elle. Exceptionnellement, Donia décide de s'y rendre seule, car elle ne veut vraiment pas rater ça. Elle prend sa voiture direction l'église, située à seulement quelques mètres de chez elle, et assiste à la fameuse messe. Il est presque 1 h du matin quand elle repart, mais manque de chance, elle n'avait pas vérifié son réservoir en partant. Et elle tombe en panne d'essence. Pas pratique en pleine nuit noire cette histoire. Surtout que je vous rappelle qu'on est en 1998, donc les portables ne sont pas autant utilisés à cette époque. Impossible pour elle donc d'appeler quelqu'un pour venir l'aider, elle doit se débrouiller toute seule. Heureusement, ce n'est pas la première fois que ça lui arrive, donc Donia sait très bien comment gérer la situation. Elle prend un bidon vide qu'elle a dans le coffre et marche direction la station d'essence la plus proche. Vous en doutez sûrement, mais c'est bien la dernière fois qu'on la verra en vie. Pendant ce temps, les parents de Donia l'attendent, mais ils commencent à s'inquiéter, car ils ne la voient pas rentrer. Surtout qu'elle n'a vraiment pas l'habitude de tarder. Ils patientent un petit peu, mais ils commencent à se douter qu'il y a un problème. Sachant qu'il fait nuit noire dehors et froid, je vous rappelle qu'on est en plein mois de décembre, ils se couvrent et partent à la recherche de Donia. Daphné, sa mère, sillonne le quartier et se rend à l'église pour questionner les derniers fidèles présents. Ils lui disent qu'elle est partie il y a quelques temps maintenant et qu'elle aurait dû être à la maison vu l'heure qu'il est. L'inquiétude est donc à son comble et monte encore d'un cran quand elle retrouve la voiture de sa fille sans Donia à l'intérieur. Complètement paniquée, elle appelle tous les proches de sa fille pour avoir des informations. Mais personne ne sait où elle est. À ce stade, il ne lui reste plus qu'une option, appeler la police. Et c'est ce qu'elle fait. C'est là que l'enquête commence. Première étape, des tracts avec la photo de Donia sont distribués et affichés dans tout le quartier afin de savoir si quelqu'un l'a vue ou s'il y a des informations sur sa disparition. Coup de chance, 2 femmes contactent la police car elles ont vu Donia la veille. Elles expliquent aux enquêteurs qu'elles l'ont croisée sur la route avec un bidon vide, car elle était sûrement en panne d'essence. Mais elle n'était pas seule. Elle était avec un homme, à côté d'un van, et elles ne se sont pas inquiétées parce que l'homme était d'âge moyen, plutôt grand, souriant et présentait bien. Bref, un garçon très charmant qui n'avait vraiment rien de menaçant. Première piste pour les enquêteurs, qui peuvent dresser un portrait robot pour le retrouver. Pour ce qui est du véhicule, les informations sont beaucoup plus floues. L'une affirme que le van est de couleur bleue, l'autre dit qu'il est rouge. Cette piste est donc difficilement exploitable pour les enquêteurs, surtout que, sûre et certaine de leur version, aucune des deux ne reviendra sur leur déclaration. Il y a par contre un détail très important.
L'une des deux filles se souvient d'avoir vu le mot « Hope », espoir en français, inscrit sur le van. Les enquêteurs se disent qu'elle n'a pas pu inventer un tel détail et commencent à creuser. Hope, c'est un groupe religieux connu en Floride. Le van n'est donc plus anonyme, reste à savoir qui le conduisait à ce moment-là. En trouvant cette personne, les enquêteurs pensent qu'ils ont une chance de retrouver Donia toujours portée disparue à ce moment-là. Afin de ne pas éveiller les soupçons, les enquêteurs garderont cette information secrète. C'est une course contre la montre car plus les heures passent et plus l'inquiétude se fait grande. Où peut bien être Donia? Les policiers suivent leur intuition et commencent à contacter tous les organismes Hope de la région. Problème, il y en a une centaine, donc ce n'est pas une tâche facile. Et en plus, les jours passent et l'enquête piétine. Malheureusement, malgré les moyens déployés par la famille et la persévérance des enquêteurs, l'espoir s'amenuise quand un corps est retrouvé à plus de 30 km de la station essence. Et les enquêteurs se rendent immédiatement sur les lieux et après inspection du corps, ils sont formels, c'est bien Donia D'Acosta qui se trouve dans cette poubelle. Ils demandent immédiatement une autopsie pour avoir plus de détails. Le médecin légiste expliquera que Donia est morte plus de 36 heures avant la découverte du corps. Il révèle aussi des détails sordides car Donia n'a pas seulement été tuée, vu son état, elle a été aussi torturée et violée avant d'être battue. Son corps nu a été enveloppé d'un rideau de douche et de 2 draps de lit. Sa tête a été recouverte d'un sac violet et de 2 sacs poubelles. Le médecin légiste a révélé sur son corps et plus précisément au niveau de sa poitrine plus de 36 plaies superficielles en forme d'étoile. Pour lui, elles n'ont pas été infligées que dans le but de la faire souffrir. Sur sa tête, il y a 4 coups bien distincts, dont celui qui finira par l'achever. Le dernier coup aura été porté par la même arme que celle qui a laissé des traces si particulières sur sa poitrine. Mais cette fois-ci, ça touchera le cerveau et ce sera fatal. Il y aura aussi des traces de morsure sur son corps et le médecin légiste a aussi vu des traces de sang et des cellules cutanées sous ses ongles, donc il en est sûr. Donia a lutté pour sa vie et a tout fait pour se défendre. Niveau indices, ils sont nombreux, puisque rien que sur le corps, de l'ADN a été prélevé entre les cuisses et sous les ongles. Il y a aussi des fibres marron qui sont retrouvées collées à sa peau. À cause de ça, les enquêteurs ont pu donc analyser la scène de crime et ils ont remarqué une trace de pneu sur l'un des draps. Pour ce qui est du rideau de douche, 6 empreintes partielles sont relevées, mais aussi 2 complètes. On l'a vu et revu au cours de ces dernières années. L'ADN est très précieux dans les histoires de meurtre et a servi à dénouer bien des affaires. Les enquêteurs espèrent donc que ce sera une fois de plus le cas car pour l'instant tous les éléments récoltés ne suffisent pas. Les empreintes ne sont pas répertoriées dans les fichiers, l'ADN ne peut être donc comparé à aucun suspect. Les marques de morsure ne correspondent à aucun fichier dentaire et la trace de roue trop partielle ne permet pas non plus d'identifier la marque du pneu. Bref, vous l'aurez compris, les enquêteurs pataugent. 8 jours après la découverte du corps, la police reçoit un appel téléphonique. Non loin de la maison de Donia, un van rouge appartenant à l'église de Dieu est régulièrement aperçu et pourrait correspondre au véhicule tant recherché. Il est conduit par 4 hommes différents qui habitent au nord de la station-service où a été aperçue Donia pour la dernière fois. Bukata et Kaminski, les inspecteurs chargés de l'enquête, prennent cette piste très au sérieux. Ils surveillent un moment le fameux véhicule et profitent d'un trajet où les 4 hommes sont dedans pour les arrêter et tout inspecter. À l'arrière, ils mettent la main sur une robe à fleurs qui pourrait correspondre à celle portée par Donia la nuit de sa disparition. Il n'en faut pas plus pour qu'ils saisissent le véhicule qui sera passé au peigne fin, mais sans résultat. Car les marques de pneus ne correspondent pas à la voiture et aucune trace de sang n'a été relevée et la mère de Donia a déclaré que sa robe n'est pas celle de sa fille. Les 4 personnes se sont donc soumises par la suite sans hésitation au test ADN, prouvant incontestablement leur innocence. C'était donc malheureusement une fausse piste. À ce stade, l'enquête piétine totalement et l'affaire se verra classée sans suite. Les mois passent et 2 inspecteurs sont chargés d'une nouvelle enquête, mais l'affaire de Donia est toujours vive dans leurs esprits. Pendant l'une de leurs patrouilles, ils se replongeront totalement par hasard dedans. Un van, garé devant un centre d'accueil de jour, attire particulièrement leur attention. Celui-ci n'est pas rouge, mais bleu. Mais ce n'est pas la couleur qui les arrête, mais les lettres peintes sur le côté en rouge vif, H-O-P-E, Hope. Ils ont beau enquêter sur toute autre chose, impossible pour eux d'en rester là. Ils jettent un coup d'œil rapide à l'intérieur et aperçoivent un sac en linge violet, identique à celui qui recouvrait le visage de Donia. Destin ou coïncidence, l'enquête pour le meurtre de Donia est directement réouverte et reprend son cours. Après vérification, ce véhicule appartient à un centre d'accueil affilié à une église locale. Le pasteur Frank Lloyd oriente les enquêteurs sur la piste de Lucius Boyd, l'homme d'entretien de l'église. Il en est certain, la veille de la disparition de Donia, il a emprunté le van pour quelques jours. J'ai l'impression qu'on a enfin un suspect sérieux. Est-ce que c'est une vraie piste cette fois-ci? Et qui est cet homme d'ailleurs? Lucius est l'un des fils d'une grande famille de la ville, réputée pour tenir depuis plusieurs générations une entreprise prospère, le funérarium. Avant de se mettre au service du pasteur, Lucius travaillait avec ses frères et sœurs dans l'entreprise familiale, où il accueillait et réconfortait les familles endeuillées. Lucius est un homme éloquent, charmeur et charismatique. D'après les témoignages de ses ex-compagnes, c'est un homme qui plaît aux femmes et il le sait. Cette année-là, d'ailleurs, il avait déjà été marié 2 fois
et il est le père de plus de 8 enfants. D'ailleurs, 4 femmes différentes ont lancé des procès à son encontre pour non-paiement de pension alimentaire. Bien qu'issu d'une famille aisée, c'est un homme fauché qui vit entre la demeure familiale et l'appartement de sa compagne actuelle, Geneva Lewis. Alors, on se demande, est-ce que ce playboy vieillissant a-t-il pu devenir un tueur de femmes? En creusant un peu, les enquêteurs se rendent compte que leur principal suspect est déjà connu pour des faits de violence. En 1990, soit 8 ans plus tôt, il a étranglé sa seconde épouse alors qu'elle l'a menacé de le quitter parce qu'il l'a trompée. Il s'en est bien tiré puisqu'il est ressorti du tribunal avec une simple ordonnance probatoire. 2 ans plus tard, il a cette fois-ci été accusé de viol sur une jeune femme qui fêtait ce jour-là ses 18 ans. Les charges ont été par contre abandonnées car la victime a retiré sa plainte. Le porte-parole de la police avait alors déclaré « Malheureusement, ça arrive souvent, sans victime, il ne peut pas y avoir de crime ». Mais ce n'est pas fini, tenez-vous bien. Lucius Boyd a été traîné une nouvelle fois devant les tribunaux pour avoir poignardé à mort le frère d'une de ses amies lors d'une dispute concernant une voiture. Une fois de plus, Boyd a été acquitté par le jury parce qu'ils ont qualifié cet acte de légitime défense. Donc entre 1990 et 1998, Boyd compte déjà au total plus de 7 accusations pour des actes de violence. Malgré tout, il n'a jamais été reconnu coupable. Alors, est-ce que Boyd est un innocent persécuté et faussement accusé ou un coupable particulièrement chanceux? Je ne veux pas être médisante, mais j'opte plutôt pour la deuxième option. Ici, pour l'affaire Donia, le doute n'est plus permis. L'ADN de Boyd est prélevé par les enquêteurs et comparé avec celui trouvé sur le corps de Donia. Et ça match! Dès le lendemain, il est immédiatement arrêté et accusé de ce meurtre. À ce moment-là, les langues se délient et les rumeurs circulent. Tous pensent que Boyd a tué bien d'autres femmes disparues dans les alentours. Ils pensent même qu'il utilisait la maison funéraire familiale pour se débarrasser des corps. Interrogé, sa famille admet que Boyd est devenu accro à la cocaïne. Pour eux, le décès de son père 2 ans avant a été le début de sa descente aux enfers. Il a perdu son modèle et avec lui ses aspirations. C'est là qu'il est tombé dans la drogue et qu'il a arrêté de travailler pour sa famille et que ses dettes ont commencé. S'ils ont conscience de ses problèmes, ils le soutiendront malgré tout et resteront convaincus de son innocence. Pourtant, toutes les preuves montrent le contraire. En plus de l'ADN, les marques retrouvées sur le drap coïncident avec les pneus du fameux van retrouvé. D'après le registre du pasteur, Boyd est bien la personne qui a utilisé le véhicule ce soir-là. Il a d'ailleurs indiqué aux enquêteurs que depuis ce jour-là, une boîte à outils a disparu. Elle comprenait entre autres une scie alternative et des tournevis Torx, ce qui, surprise, correspond parfaitement aux blessures de Donia. Évidemment, les marques de morsure correspondent aussi à sa dentition. Le seul détail étrange, c'est les 6 empreintes partielles d'ADN qui ne sont pas les siennes. Certainement, elles appartiennent à sa compagne Geneva Lewis ou encore à son fils. Les enquêteurs vont donc rendre visite à la fameuse femme qui a un alibi. Elle était absente ce soir-là, partie en famille, en compagnie de son fils, et il y a notamment des témoins. Pendant la perquisition de l'appartement, la police scientifique relèvera des traces de sang sous le lit et identifiera les fibres de la moquette marron. Boyd n'étant pas très bavard, les enquêteurs ont dû émettre leur propre hypothèse. Pour eux, ce jour-là, Boyd a emprunté le van du centre pour le travail, il a terminé tard et il s'est rendu à la station-service car il avait besoin d'essence. C'est ici qu'il a dû rencontrer Donia, seul, un bidon d'essence à la main. Comprenant rapidement la situation, il lui a probablement proposé de la raccompagner jusqu'à sa voiture pour lui donner un coup de main. Mais vu son caractère assez méfiant généralement, Donia a sans doute hésité. L'inscription « Espoir » sur le véhicule a dû la rassurer. Elle a fini par accepter la proposition. Elle, qui a pour vocation d'aider son prochain, a dû se dire que c'était la même chose pour les autres groupes religieux. En plus, la station-service était à seulement 1 km de son véhicule, donc ça n'allait pas être très long. Alors, est-ce que c'était un acte prémédité ou une pulsion? Boyd a dû rapidement prendre une décision. Il a apparemment saisi la scie alternative posée à l'arrière du siège et a dû violemment cogner le crâne de Donia, qui a dû s'évanouir à ce moment-là. Ensuite, il a décidé de la ramener chez sa compagne puisqu'il savait que la maison était vide. Seul et à l'abri, c'est à cet endroit qu'il a commis tous les actes horribles qui ont conduit au décès de Donia. Ensuite, il fallait se débarrasser du corps. Et dans la précipitation, Boyd a choisi d'arracher le rideau de douche de la salle de bain pour l'envelopper dedans. Comme ce n'était vraisemblablement pas suffisant, il a aussi utilisé des sacs poubelles et des draps qu'il a pris dans le placard de la chambre où gisait Donia sur la fameuse moquette marron. Il a chargé le corps dans son van et l'a jeté dans une zone industrielle. Pris de panique, il a dû l'écraser partiellement en reculant, donc il a ensuite essayé de le cacher dans une poubelle. Bien que les faits semblent évidents, Boyd n'avouera jamais ce meurtre. Il crie au complot et accuse même le bureau du shérif de travailler pour le Ku Klux Klan. Selon lui, il est victime d'un piège visant à discréditer sa famille. Pendant les divers interrogatoires, il niera toujours les faits et clamera haut et fort son innocence.
Quand Bukata, l'un des inspecteurs chargés de l'enquête, lui a énuméré les nombreuses preuves accablantes, Boyd s'est figé un instant, si bien que Bukata a cru qu'il passerait aux aveux. Et pas vraiment. La seule chose que Boyd a répondu, « Qu'est-ce qui vous a pris si longtemps pour m'attraper ?» Pendant le procès, Boyd choisit donc de plaider innocent. Et il se défendra en affirmant qu'il souffre d'amnésie. Il ne se souviendra plus des entretiens avec l'inspecteur Bukata. Malgré ce numéro, il est quand même reconnu coupable de kidnapping, de viol et du meurtre de Donia D'Acosta. Il fera appel au jugement et lors de ce second procès, il sera reconnu pour la deuxième fois coupable de ce crime et sera condamné à mort le 21 juin 2002. Aujourd'hui, 21 ans plus tard, il est toujours dans le couloir de la mort dans l'attente de son exécution. En parallèle, Boyd sera également suspecté dans plus de 10 autres affaires de meurtre et disparition. Mais sans preuve ni aveu, les familles ne connaîtront jamais la vérité. Et beaucoup de questions resteront sans réponse. Alors selon vous, suite à cette affaire, est-il devenu un coupable idéal pour expliquer des enquêtes non résolues? La perte de son père et la drogue ont-elles eu raison de sa conscience ou a-t-il toujours été un monstre? Je vous laisse donner votre avis dans ce nouvel épisode de Dossier Sensible.